$80 le kilogramme. Le gingembre est devenu bien plus qu'une épice. C'est un actif précieux sur le marché alimentaire. Pourquoi dépendre d'une chaîne logistique fragile et coûteuse? Une simple caisse remplie de substrats adéquats suffit pour briser cette dépendance économique. C'est une question de sécurité alimentaire à l'échelle domestique. Pourtant, l'échec est fréquent en agronomie pratique. En surface, la tige s'élance vers la lumière, le feuillage est dense et d'un vert profond. L'illusion de la vitalité est parfaite. On observe les feuilles se déployer, captant avidement l'énergie solaire. En apparence, une plante vigoureuse. Mais à l'intérieur du sol, les rhizomes restent inexistants ou atrophiés. L'énergie de la plante s'est dissipée dans la croissance aérienne au lieu de se concentrer dans le tubercule. Ce dysfonctionnement biologique a des causes précises. Il ne s'agit pas de hasard, mais de chimie et de physique des sols. 10 facteurs techniques régissent ce mécanisme de stockage d'amidon et de nutriments. L'analyse méthodique de ces erreurs permet de corriger le tir. Il faut transformer une plante ornementale en unité de production intensive. Chaque paramètre compte. L'hydrométrie, la densité du sol, l'exposition. Il existe par ailleurs une manipulation spécifique pour maximiser la biomasse finale. Un ajustement physiologique capable de forcer la plante à développer des racines plus massives et plus résistantes, prolongeant ainsi son cycle productif. La récolte devient alors une certitude mathématique. Le gingembre ne se sème pas, il se clone. Contrairement à la majorité des cultures agricoles, cette plante ignore le stade de la graine pour sa reproduction commerciale. Tout repose sur le rhizome, une tige souterraine capable de générer de la matière végétale à l'infini. Si votre culture produit un feuillage dense mais néglige le développement souterrain, le problème est structurel. C'est souvent une question de qualité du matériel de départ. Une tige verte vigoureuse peut être un leurre biologique. Elle consomme les réserves sans construire l'infrastructure racinaire nécessaire à la survie à long terme. Pourquoi le rhizome refuse-t-il de grossir? La réponse réside dans l'état initial du fragment planté. Les bourgeons, ou œufs, sont les points de départ de toute nouvelle croissance. Si vous introduisez dans le sol un morceau vieux, desséché ou dépourvu de bourgeons viables, la plante commence son cycle avec un déficit énergétique majeur. Elle puisera dans ses dernières réserves d'amidon pour lancer une tige désespérée vers la lumière, mais n'aura plus la force de coloniser le sol. Le système racinaire restera atrophié. Pour l'agronome averti, la sélection commence bien avant la mise en terre. Il faut privilégier des racines fraîches, fermes, issues de l'agriculture biologique. En apparence, un rhizome de supermarché semble adéquat, mais à l'intérieur, il peut être biologiquement mort. L'industrie agroalimentaire traite souvent les stocks destinés à la consommation avec des inhibiteurs de germination. Ces agents chimiques bloquent le cycle cellulaire pour prolonger la durée de vie en rayon. Un tel spécimen ne germera jamais correctement, quelles que soient les conditions de culture. Il finira par pourrir sans produire le moindre gramme de nouvelle matière. L'activation du rhizome nécessite un protocole précis. La première étape est la réhydratation. Plongez la racine dans l'eau pendant plusieurs heures avant toute manipulation. Ce n'est pas un simple nettoyage. L'eau pénètre les tissus par osmose, augmentant la pression de turgescence dans les cellules. Ce signal hydraulique réveille les bourgeons dormants et relance l'activité enzymatique. Une fois le rhizome gorgé d'eau, la découpe devient stratégique. Planter un bloc massif est un gaspillage de ressources, tandis qu'un fragment trop petit manquera de carburant. Sectionnez la racine en morceaux comportant chacun au moins 1 ou 2 yeux sains. Mais attention à la contamination bactérienne. Une coupe fraîche est une plaie ouverte, exposée aux pathogènes du sol. La technique
consiste à laisser sécher les morceaux à l'air libre pendant une journée entière. À l'examen rapproché, la surface coupée change de texture. Les cellules périphériques meurent et durcissent, formant une callosité protectrice. Cette barrière physique empêche la pourriture de pénétrer une fois le fragment enfoui dans la terre humide. C'est une assurance technique contre l'échec précoce de la culture. Le mécanisme de croissance s'enclenche alors rapidement. Sous l'effet de la chaleur et de l'humidité constante, les yeux gonflent et percent la surface. Les premières pousses émergent en quelques semaines. Contrairement aux tentatives précédentes, ces nouvelles tiges sont soutenues par une base saine et réactive. L'énergie n'est plus gaspillée en survie pure, mais investie dans l'expansion du réseau souterrain. Là où un rhizome médiocre aurait produit quelques fibres inutiles, un fragment de qualité génère des tubercules charnus et denses. Une sélection rigoureuse en amont transforme un simple déchet organique en une source fiable de calories. Une canopée luxuriante cache souvent un échec souterrain critique. Pourquoi le gingembre produit-il parfois une forêt de feuilles mais des racines ridicules? La réponse réside dans la géométrie du conteneur. Le gingembre ne fonctionne pas comme une carotte. Son rhizome ne plonge pas verticalement. Il rampe. C'est un mécanisme d'expansion latérale. La tige souterraine cherche à conquérir du territoire à l'horizontale avant de stocker de l'énergie. Si le pot est trop étroit, la plante heurte un mur. Le processus biologique de stockage s'arrête. L'énergie est alors redirigée vers le feuillage en pure perte. Pour l'agronome, les dimensions sont une donnée vitale. Visez un conteneur large, maximisant la surface au sol. La profondeur reste cependant nécessaire. 30 à 45 cm de substrat sont requis. Ce n'est pas pour la croissance vers le bas, mais pour la thermodynamique. Cette épaisseur de terre isole les rhizomes en développement contre les fluctuations brutales de température. Le drainage est impératif. Un pot doit comporter plusieurs orifices d'évacuation. Sans cela, l'eau stagne et asphyxie les tissus. Le volume total de sol joue un rôle de tampon. Un petit conteneur limite la quantité de mélange aéré disponible. La plante se retrouve en compétition pour l'oxygène et les nutriments dans un espace confiné. Elle panique et privilégie la survie aérienne au détriment des réserves souterraines. Un grand volume de terre permet une respiration cellulaire optimale. La texture du sol doit être spongieuse. Oubliez les terres lourdes. Utilisez un mélange technique enrichi de perlite ou de fines écorces de pin. Ces matériaux maintiennent les pores du sol ouvert. L'oxygène doit toucher physiquement le rhizome. Une terre compacte agit comme un étau mécanique. Elle comprime le gingembre en formation, ce qui résulte en des racines fibreuses et maigres, au lieu de tubercules charnus. Le positionnement initial de la semence est tactique. En apparence, le centre du pot semble idéal, mais pour maximiser le rendement, il faut anticiper la trajectoire. Ne plantez jamais le rhizome contre la paroi. Laissez-lui une zone de lancement de quelques centimètres. Si la pousse rencontre le plastique trop tôt, elle se recroqueville et les rhizomes s'étouffent mutuellement. En offrant une piste intérieure, vous permettez aux ramifications de s'étendre naturellement. Mais la logistique ne s'arrête pas là. Une méthode éprouvée consiste à remplir le pot progressivement. Commencez le cycle à mi-hauteur. À mesure que la tige verte s'élève, ajoutez des couches de substrat. Cela crée un volume vierge pour les nouveaux départs de rhizomes. De plus, cette couverture constante protège les tubercules des rayons ultraviolets. L'exposition au soleil durcit la peau et dégrade la qualité gustative. L'obscurité garantit la tendreté. L'échelle change, mais la physique reste la même en pleine terre. Un lit de culture doit être large
avec un sol ameubli sur 30 cm de profondeur. L'espacement entre les plants doit être de 15 à 20 cm. Les lits surélevés offrent un avantage thermique indéniable. Ils drainent l'excès d'eau et captent la chaleur du soleil plus rapidement, stimulant le métabolisme souterrain. Le choix des matériaux influence l'hydrodynamique. Les pots en géotextile permettent une oxygénation maximale des racines et préviennent la saturation. La céramique lourde offre une inertie thermique, stabilisant la température du sol. Le plastique est fonctionnel, mais exige une gestion rigoureuse de l'irrigation. L'observation est claire. La taille du conteneur est le facteur limitant absolu. Si vos récoltes précédentes étaient maigres malgré un beau feuillage, l'erreur était spatiale. En augmentant le volume et la largeur, vous débloquez le potentiel génétique de la plante. Elle peut enfin construire ce qui compte réellement, des réserves denses et savoureuses. La récolte est alors lourde et nutritive. 8 mois, c'est le délai incompressible pour rentabiliser cet investissement biologique. Pourquoi de nombreux rhizomes restent-ils chétifs et sans saveur? La réponse est purement chronologique. Le gingembre exige de la patience. Contrairement aux cultures à cycle rapide, comme la laitue ou le radis, cette plante opère sur une échelle de temps longue. 8 à 10 mois sont nécessaires entre la mise en terre et la maturité physiologique complète. Si l'extraction a lieu trop tôt, le rendement s'effondre. La plante n'a pas eu le temps matériel de stocker les nutriments. Le résultat est technique. Des segments aqueux, fins, dépourvus de densité et de profil aromatique. Durant le premier tiers du cycle, l'activité souterraine est négligeable. Toute l'énergie est dirigée vers la surface. La plante construit son infrastructure, des tiges robustes, des feuilles larges. C'est une phase de déploiement structurel. Ce n'est qu'à mi-parcours que la dynamique s'inverse. La biomasse commence à s'accumuler sous la surface. En apparence, le feuillage est luxuriant et signale une bonne santé. Mais sous terre, le rhizome est encore en phase de remplissage. L'erreur classique en agronomie domestique est de se fier à la partie verte. La croissance visible n'est que la moitié de l'équation. Il existe un indicateur visuel fiable, la chlorose, le jaunissement des feuilles. Lorsque la saison touche à sa fin, le métabolisme de la plante ralentit. Les pointes des feuilles se dessèchent. Le vert s'estompe. Ce n'est pas une nécrose, c'est un transfert de ressources. La plante redirige l'énergie du feuillage vers le système racinaire. Elle vide ses batteries aériennes pour remplir le stock souterrain. C'est le moment critique pour la récolte. Le rhizome est alors saturé, compact et chimiquement stable. Il y a une nuance technique. Pour une consommation immédiate, une récolte précoce après 4 ou 5 mois est possible. On obtient un gingembre jeune, à la texture tendre et au goût atténué. Mais pour la sécurité alimentaire, la maturité est impérative. Une racine mature possède une structure complexe et une capacité de conservation supérieure. Elle peut être stockée durant des mois sans dégradation majeure. Intervenir trop tôt perturbe le cycle de croissance. Chaque mouvement de terrain, chaque extraction partielle provoque un stress mécanique. La structure souterraine a besoin de temps pour durcir et se stabiliser. Une récolte prématurée fragilise le réseau racinaire restant, compromettant les replantations futures. Une autre faute logistique consiste à couper le feuillage avant terme. Ces feuilles ne sont pas décoratives. Elles agissent comme des capteurs photovoltaïques biologiques. Elles convertissent la lumière en amidon, stocké ensuite dans les racines. Supprimer les feuilles avant leur jaunissement naturel coupe l'alimentation du rhizome. Le développement s'arrête net. Lors de l'extraction finale, la précision est requise. L'utilisation d'une fourche à main est recommandée pour ameublir le sol périphérique.
Le bloc racinaire doit être soulevé avec précaution pour éviter les fractures tissulaires. La différence est tangible au toucher. L'épiderme du rhizome est épaissi. La chair est ferme. À la coupe, le craquement est net, libérant les composés aromatiques volatiles spécifiques à la plante mature. La production peut devenir continue. Si les conditions thermiques et hydriques le permettent, laisser une section du rhizome en terre relance le mécanisme. La persistance de l'humidité et de la chaleur réactive les bourgeons dormants. Si la plante produit beaucoup de feuilles mais peu de racines, le diagnostic est souvent temporel. L'impatience est le facteur limitant. Il faut laisser le cycle se clore, attendre le jaunissement total. Ces quelques semaines supplémentaires font la différence entre un échantillon insignifiant et une réserve alimentaire durable. L'équation est simple, mais brutale. Sans une gestion précise de la lumière, le gingembre ne produit que du feuillage. Le système racinaire reste atrophié. La quatrième cause d'une récolte décevante réside dans l'exposition solaire. Le gingembre est une plante qui exige de la luminosité, mais il rejette la violence des rayons directs. Sous une exposition solaire intense et continue, la plante bascule en mode survie. Elle ne cherche plus à croître, mais à se protéger. Elle produit des feuilles supplémentaires uniquement pour créer de l'ombre sur sa propre structure. Ce mécanisme de défense a un coût énergétique exorbitant. L'eau s'évapore rapidement par les stomates ouverts. La croissance souterraine ralentit immédiatement. Le rendement final reste insignifiant. L'objectif agronomique est une lumière vive mais indirecte. En extérieur, un emplacement recevant le soleil du matin et l'ombre de l'après-midi est optimal. La lumière tachetée, filtrée par la canopée d'un arbre plus grand, reproduit son habitat naturel. Les photons atteignent la chlorophylle sans brûler les tissus. En intérieur, la logistique demande de la précision. Placer le pot près d'une fenêtre lumineuse, mais installer un voile transparent. En apparence, le verre laisse passer la lumière, mais sans filtre, l'intensité peut calciner le feuillage. Cet équilibre permet aux feuilles de générer du glucose pour nourrir les racines, tout en maintenant le stress thermique au minimum. L'absence de lumière pose un problème inverse. Dans l'obscurité trop profonde, le gingembre s'étire. Il devient filandreux. Les feuilles s'élargissent et s'affinent dans une tentative désespérée de capter le peu de rayonnement disponible. Si l'on observe des entrenœuds longs, un feuillage pâle et une expansion lente de la touffe, le diagnostic est clair. La plante réclame plus de luminosité. Il faut considérer la lumière pour le gingembre en termes de qualité et non de force brute. Une luminosité douce et constante sur une longue durée est supérieure à des pics d'intensité brefs et violents. Durant les étés caniculaires, le soleil de l'après-midi brûle les feuilles en quelques heures. Des tissus nécrosés réduisent la photosynthèse. Moins de photosynthèse signifie moins d'hydrates de carbone transportés vers le bas pour former la nouvelle masse racinaire. Un paillage léger et une ombre portée l'après-midi maintiennent le sol à une température stable. Cela favorise le développement du rhizome. Pour les cultures en conteneurs, il existe des outils de gestion supplémentaires. La rotation du pot toutes les 2 semaines assure une exposition uniforme de toutes les faces. L'utilisation de surfaces réfléchissantes est une technique efficace. Un mur pâle ou une clôture de couleur claire permet de faire rebondir la luminosité vers la plante sans augmenter la chaleur directe. Si une véranda ou un arbre fournit une ombre tachetée, positionnez le pot pour capter cette lumière ambiante vive durant la majeure partie de la journée.
Pour les cultivateurs en intérieur dans des pièces sombres, un apport artificiel est nécessaire. Un simple panneau à diode électroluminescente à spectre complet, placé à distance raisonnable, prolonge la durée d'exposition sans surchauffe. Il n'est pas nécessaire de reproduire les conditions intenses d'une tente de culture industrielle. Le but est une luminosité stable qui maintient le métabolisme actif et la plante détendue. Observez les signaux biologiques. Des feuilles dressées, fermes, d'un vert moyen indiquent un équilibre correct. Des bords qui s'enroulent, brunissent et deviennent cassants suggèrent un excès de soleil et de chaleur. À l'inverse, un vert très sombre et des tiges démesurément longues signifient que la plante chasse la lumière. Ajustez l'emplacement progressivement. Laissez à la plante 1 ou 2 semaines pour adapter sa physiologie avant d'effectuer de nouveaux changements. Les cycles saisonniers dictent la stratégie. L'angle du soleil varie tout au long de l'année. Un emplacement idéal au printemps peut devenir une zone calcinée au milieu de l'été. Déplacez le conteneur de quelques mètres pour retrouver cette fenêtre de luminosité douce. En pleine terre, la création d'une lumière filtrée peut se faire via un simple panneau treillis ou en plantant le gingembre sur le flanc et d'une culture plus haute qui projettera une ombre protectrice après midi. La règle technique tient en une phrase. Fournissez au gingembre une lumière vive et indirecte pour la majorité du cycle diurne. Protégez-le du rayonnement agressif de l'après-midi et évitez l'ombre dense. Lorsque la calibration lumineuse est exacte, le feuillage alimente la plante sans épuisement. L'énergie est alors stockée là où elle est nécessaire, dans un rhizome épais et chargé de nutriments. L'eau est un carburant, mais à haute dose, c'est un poison. Le 5e facteur d'échec dans la culture du gingembre est une mauvaise gestion de l'irrigation. Cette plante exige une humidité constante, mais elle déteste la saturation. Lorsque le sol reste gorgé d'eau, la plante bascule instantanément en mode survie. Elle redirige toute son énergie disponible vers la production excessive de feuillage pour augmenter la transpiration et évacuer le surplus liquide. Pendant ce temps, la croissance du rhizome s'arrête. La racine ne s'épaissit plus. Le manque d'eau est tout aussi destructeur. Les périodes de sécheresse provoquent un arrêt brutal du métabolisme. Les extrémités des racines brunissent. Les nouveaux segments, qui devaient former la future récolte, avortent et se dessèchent. L'objectif est d'obtenir un sol frais, drainé, mais jamais détrempé. La règle est tactique et sensorielle. Il faut toucher le substrat. Si les 2 premiers centimètres sont secs au toucher, l'apport d'eau est nécessaire. Si la terre semble encore fraîche ou légèrement humide, il faut attendre 24 heures avant de vérifier à nouveau. Ce rythme impose une alternance vitale. Il permet à l'oxygène de pénétrer la zone racinaire entre 2 arrosages. Sans oxygène, les racines ne peuvent pas respirer et ne forment pas de chair dense et savoureuse. Pourquoi le drainage est-il non négociable? Car l'eau stagnante asphyxie les tissus souterrains. Le conteneur doit posséder plusieurs orifices d'évacuation. Une soucoupe pleine d'eau sous le pot est une condamnation à mort pour la plante. Si vous utilisez une soucoupe, videz-la systématiquement après l'irrigation. L'astuce logistique consiste à surélever le pot avec des cales ou des pieds spécifiques. Cela permet à l'excédent de s'échapper par gravité et garde les trous de drainage dégagés. En pleine terre, la zone de plantation ne doit jamais retenir de flaques après une forte pluie. La texture du sol dicte le comportement hydraulique. Un mélange technique contenant du terreau de qualité, de la perlite ou des amandes d'écorce de pin
crée une porosité mécanique. L'eau traverse le milieu tout en laissant une humidité résiduelle diffuse. À l'inverse, les substrats lourds, riches en particules fines comme l'argile, verrouillent l'eau. Ils compactent les tiges souterraines et les privent d'air. Si votre sol se compacte facilement, il faut l'alléger avant la mise en culture. Tenter de corriger la structure une fois le pot rempli est impossible. L'arrosage superficiel est une erreur technique fréquente. Mieux vaut saturer le volume moins souvent que de verser un peu d'eau chaque jour. Une imprégnation profonde pousse l'humidité jusqu'au fond du conteneur, là où se trouvent les racines nourricières. Ensuite, une pause est requise. La surface sèche légèrement. Ce signal chimique force les racines à s'étirer et à explorer le substrat pour trouver des ressources. Des arrosages courts et fréquents maintiennent la couche supérieure mouillée en permanence. Le fond du pot reste sec et vicié. C'est l'environnement idéal pour la pourriture du collet et les champignons pathogènes. Le paillage agit comme un régulateur thermique et hydrique. Une fine couche de feuilles broyées ou d'éclats de coco à la surface ralentit l'évaporation. Cela stabilise la température du sol, mais il y a ici une nuance importante. Le paillis ne doit pas toucher les tiges. Il faut laisser un espace dégagé autour de la base de la plante pour éviter une macération constante qui favoriserait les attaques bactériennes. Observez les signaux visuels de la plante. Des feuilles fines qui se redressent spectaculairement après l'arrosage indiquent que le cycle est trop sec. La plante a souffert de stress hydrique. À l'opposé, un jaunissement progressif partant de la base, accompagné de tiges molles, est un signal d'alarme. Si une odeur de moisi émane du pot, c'est une sursaturation critique. Le système racinaire est en train de pourrir. Dans ce cas, il faut améliorer la ventilation, griffer la surface pour l'aérer et allonger considérablement la période de séchage avant le prochain apport. La localisation modifie la consommation des ressources. En période de chaleur intense et de forte luminosité, le gingembre pompe davantage d'eau pour se refroidir. Sous un climat frais ou une lumière faible, l'absorption ralentit drastiquement. En intérieur, le chauffage central et la climatisation assèchent l'atmosphère artificielle. Le calendrier ne compte pas. Seule l'inspection du sol valide la nécessité d'arroser. L'arrosage matinal est optimal d'un point de vue phytosanitaire. La plante s'hydrate pour affronter la journée et le feuillage a le temps de sécher avant la chute des températures nocturnes. Les bacs à réserve d'eau demandent une vigilance accrue. Le substrat doit être particulièrement léger pour permettre la capillarité. Le réservoir ne doit pas être rempli en permanence. La zone de mèche doit sécher par intermittence pour laisser entrer l'air frais dans le système. Si votre climat est naturellement très humide, le pot standard à drainage libre reste supérieur techniquement. L'objectif final est la constance. Un sol frais, aéré et parfaitement drainé. C'est dans ces conditions que la plante canalise ses ressources vers le bas. La production de feuilles devient secondaire. L'énergie se concentre dans le sol. Le rhizome s'épaissit et se charge de nutriments. La récolte est assurée. Une récolte nulle, c'est le résultat fréquent malgré un feuillage dense et vigoureux. Pourquoi le gingembre refuse-t-il de produire ses tubercules alors que la partie aérienne semble en parfaite santé? La réponse se trouve sous vos pieds, cachée dans la matrice du sol. La sixième raison d'un échec de production n'est pas génétique. Elle est structurelle et chimique. La qualité du sol dicte le volume de la récolte. Le rhizome de gingembre ne pousse pas dans le béton. Il exige une terre meuble
aéré, capable de drainer l'eau tout en conservant une humidité constante. C'est une question de mécanique des fluides. Les mélanges lourds et argileux agissent comme une presse hydraulique sur les tiges souterraines. Ils compriment le rhizome en développement. En l'absence de porosité, l'oxygène ne circule pas. C'est une asphyxie lente. Lorsque le taux d'oxygène chute dans la zone racinaire, la plante déclenche un mécanisme de survie. Elle cesse d'investir de l'énergie dans l'épaississement des rhizomes pour se concentrer uniquement sur le maintien des feuilles en surface. La plante cherche l'air. Elle abandonne le sous-sol. La solution commence par la préparation du substrat. Il faut une base légère. Un terreau horticole de qualité est un point de départ, mais il doit être modifié techniquement. L'ajout de perlite ou d'écorce de pin finement broyée est impératif. Ces matériaux ne se décomposent pas rapidement. Ils agissent comme des micropiliers, maintenant des poches d'air ouvertes au cœur du mélange. L'eau traverse le substrat, humidifie les tissus, mais ne stagne jamais. Il y a ici une nuance chimique critique. Le pH n'est pas un détail. Le gingembre opère sur une plage d'acidité spécifique, allant de 6,0 à 7,0. C'est une fenêtre étroite. Dans cette zone, les nutriments essentiels comme le phosphore et le potassium sont chimiquement disponibles. Si l'acidité dérive trop bas ou trop haut, la plante se verrouille. En apparence, elle reste verte. Mais à l'intérieur, le métabolisme de stockage est à l'arrêt. Elle refuse de gonfler sous terre. L'azote est le piège le plus courant pour l'horticulteur. C'est un exercice d'équilibre périlleux. Une surdose d'azote provoque une réaction immédiate. Les feuilles explosent, les tiges s'allongent, la verdure devient luxuriante. Visuellement, c'est une réussite. Agronomiquement, c'est un désastre. L'excès d'azote retarde et parfois annule la formation du rhizome. La plante consomme ses ressources pour fabriquer de la cellulose aérienne fragile, qui s'effondrera à la première vague de chaleur, au lieu de synthétiser de l'amidon solide. Votre objectif est une croissance modérée et constante. Oubliez le feuillage géant. Visez la robustesse. Sélectionnez un engrais équilibré, ou mieux, une formule pauvre en azote et riche en phosphore et potassium. Un ratio de type 5-10-10 est idéal. L'application doit être chirurgicale. Une alimentation légère, une fois par mois durant la phase de croissance active, suffit à maintenir le moteur biologique sans l'emballer. Les matières organiques sont des alliés, mais à manier avec précaution. Le compost mûr stabilise la structure du sol et fournit un fond nutritionnel doux. En revanche, le fumier frais est interdit. Sa concentration en sel et en azote provoque des pics chimiques brutaux qui brûlent les tissus tendres des racines. Préférez un terreau de feuilles ou des écorces compostées. Ces matériaux facilitent le transit hydraulique tout en retenant l'humidité nécessaire. Les micronutriments agissent dans l'ombre. Le magnésium, le fer et le manganèse sont les garants de l'efficacité photosynthétique. À l'examen rapproché, les signes de carence sont lisibles. Si les nouvelles feuilles sont pâles, mais que les nervures restent vert foncé, c'est un déficit en fer. Si le jaunissement apparaît entre les nervures des feuilles plus anciennes, le magnésium est en cause. Un apport d'engrais complet corrige généralement ces défaillances sans nécessiter de dosage complexe. En culture en conteneur, la vigilance est requise. Les sels minéraux issus des engrais s'accumulent avec le temps. Si une croûte blanchâtre se forme à la surface du sol ou sur les bords du pot, l'environnement devient toxique. La méthode de correction est simple, le rinçage. Un arrosage massif à l'eau claire permet de lessiver les excédents et de réinitialiser la chimie de la zone racinaire. Cela évite les brûlures des pointes et le déclin lent de la plante. Le gingembre communique son état.
Des feuilles trop sombres, molles et à croissance rapide indiquent une intoxication à l'azote. Des feuilles petites, une expansion lente de la touffe ou une couleur terne signalent une faim ou un blocage du pH. Corrigez un seul paramètre à la fois. Attendez 1 à 2 semaines. Laissez le temps à la plante de réagir. Considérez le sol et les nutriments comme le volant de direction de votre culture. Un mélange poreux et une fertilisation mesurée orientent l'énergie vers le bas. La plante n'a plus besoin de fuir vers la lumière par une production excessive de feuilles. Elle peut enfin travailler à sa fonction première, le stockage. La récolte devient alors lourde, dense et inévitable. 21 degrés Celsius, c'est la frontière invisible entre une récolte massive et un échec total. Pourquoi le gingembre produit-il parfois un feuillage abondant, mais aucune racine exploitable? La réponse réside dans une réaction de survie climatique brute. Le gingembre est, par définition, une machine biologique tropicale. Son métabolisme exige une constance absolue pour fonctionner. L'objectif de la plante est d'accumuler de l'énergie sous forme d'amidon. Pour cela, la plage opérationnelle optimale se situe entre 21 et 29 degrés durant la phase diurne. La nuit, le thermomètre ne doit jamais descendre sous la barre critique des 16 degrés. Si la température chute, la photosynthèse ralentit drastiquement. La production d'amidon s'effondre. La plante cesse de stocker des ressources dans le rhizome pour se concentrer uniquement sur le maintien du feuillage existant. Le mécanisme de croissance souterraine se fige. En apparence, la plante semble verte et vivante. Mais en sous-sol, le développement de la biomasse est à l'arrêt complet. Une brève nuit fraîche ne détruira pas la culture, mais la répétition de ces baisses thermiques a un coût cumulatif sur le tonnage final. Le gel, lui, est une ligne rouge absolue. C'est un arrêt définitif du système vasculaire de la plante. Si le froid menace, les conteneurs doivent être immédiatement déplacés vers des zones protégées ou sous abri chauffé. Il y a ici une nuance critique liée à l'atmosphère. L'hygrométrie joue un rôle tactique majeur. Une humidité élevée permet au feuillage de fonctionner à plein régime. Dans un air saturé en humidité, les feuilles restent souples et continuent la photosynthèse sans perdre leur réserve hydrique. À l'examen rapproché, dans un air sec, la feuille se contracte. Elle transpire l'eau plus vite qu'elle ne peut la pomper par les racines. L'énergie bascule alors de la production vers la survie immédiate. Le résultat final est mathématique. Un rhizome maigre, fibreux, inutilisable commercialement. Pour l'horticulteur en intérieur, la logistique doit s'adapter. Placer les pots sur des plateaux de graviers humides permet d'augmenter l'humidité locale par évaporation passive sans noyer les racines. Le regroupement des plants crée également un microclimat dense, une poche d'air humide mutuelle. Cependant, la chaleur sans mouvement d'air est un vecteur de pathogènes. L'air stagnant favorise les attaques fongiques sur les tiges et le substrat. La circulation est impérative. En extérieur, une zone abritée avec une brise légère est idéale. En intérieur, un ventilateur réglé sur une vitesse basse assure le renouvellement de l'air sans refroidir les tissus végétaux. La thermodynamique du substrat est tout aussi cruciale. Le rhizome réagit à la température directe de la terre, pas seulement à celle de l'air. Les conteneurs minces et de couleur sombre, posés sur du béton froid, agissent comme des ponts thermiques, drainant la chaleur hors de la zone racinaire. La nuit, le sol refroidit plus vite que l'air ambiant. La solution est technique. Utilisez des pots à parois épaisses ou placez les conteneurs sur des surfaces isolantes. Une couche de paillis végétal en surface stabilise l'inertie thermique et freine l'évaporation. Le calendrier est un levier stratégique. Dans les climats frais,
Le cycle commence en intérieur sous température contrôlée. Le transfert vers l'extérieur ne se fait que lorsque les nuits sont fiables. En zone chaude, le soleil de fin d'après-midi est un ennemi qui surchauffe la canopée alors que le sol est déjà saturé de chaleur. Cette combinaison bloque le flux d'énergie vers les racines. Les signaux de détresse sont visibles si l'on sait regarder. Des bords de feuilles enroulées ou une teinte olive terne signalent une déshydratation ou un coup de froid. Un jaunissement basal, accompagné de tissus mous, indique une asphyxie racinaire due à un air chaud et stagnant. Ajustez un seul paramètre à la fois, emplacement, humidité ou ventilation. C'est ainsi que l'on transforme une plante stressée en une unité de production massive de rhizomes. « 25 degrés le jour, 18 degrés la nuit. C'est l'équation thermique stricte pour la synthèse de l'amidon. Le gingembre ne demande pas de confort. Il exige une stabilité thermodynamique. Une humidité constante et un flux d'air léger créent l'environnement nécessaire pour que la plante cesse de lutter et commence à stocker. Lorsque ces paramètres climatiques sont verrouillés, le rhizome entame son travail d'accumulation souterraine. Voici le 8e facteur critique, la saturation de la canopée. Pourquoi une plante vigoureuse ne produit-elle rien sous terre? La réponse est logistique. Une masse foliaire trop dense devient un piège. Elle bloque la circulation de l'air, crée une zone d'ombre parasitaire et consomme la totalité des ressources disponibles. Au lieu d'investir dans le rhizome, la plante brûle son énergie pour maintenir en vie des centaines de feuilles inutiles. La correction est mécanique. Il s'agit d'une taille de précision, pas d'une démolition. L'objectif est de réorienter les flux de sève sans stopper la photosynthèse. Les feuilles sont les panneaux solaires du système. Si vous en supprimez trop, la machine s'arrête. On élimine d'abord les éléments obsolètes, les feuilles jaunies, les tissus déchirés, les tiges en friction. Il y a une règle mathématique absolue. Ne jamais retirer plus de 20 à 30% de la masse foliaire lors d'une seule intervention. Cette limite permet de maintenir la production de sucre tout en ouvrant la structure à la lumière. Après ce nettoyage, les feuilles restantes fonctionnent à plein régime. L'efficacité énergétique augmente. Le stockage souterrain s'accélère. Le timing est stratégique. On n'intervient jamais juste après la germination, ce serait fatal. La plante doit être en phase de croissance active, ancrée dans le sol depuis plusieurs mois. Évitez toute coupure durant les vagues de chaleur ou juste après un rempotage. Le système racinaire doit être stable. La procédure exige un protocole sanitaire strict. Utilisez des outils tranchants. L'alcool est nécessaire pour désinfecter les lames entre chaque plante. C'est une mesure de biosécurité de base pour éviter la transmission vectorielle de bactéries ou de virus. La coupe doit être nette, proche de la tige principale, sans blesser les tissus adjacents. En macro-observation, on identifie 2 cibles prioritaires. Premièrement, les feuilles basses qui s'affaissent sur le substrat. Elles agissent comme des mèches d'humidité, favorisant la pourriture fongique du collet. Deuxièmement, les pousses centrales qui étouffent le cœur de la plante. L'air doit circuler librement au centre de la touffe. Mais il y a une nuance. Si les feuilles sont verticales, espacées et d'un vert soutenu, aucune action n'est requise. Chaque feuille fonctionnelle est une usine qui expédie de l'amidon vers le bas. L'objectif est l'équilibre, pas le minimalisme. La gestion ne s'arrête pas à la coupe mécanique. C'est aussi une question de chimie. Si le feuillage est mou et exubérant, le sol est probablement saturé en azote. Ce nutriment force la croissance verte au détriment de la racine.
Pour inverser la tendance, il faut modifier le signal nutritionnel. Une réduction de l'azote, couplée à un apport supérieur en phosphore et en potassium, calme la croissance aérienne. La plante reçoit l'ordre chimique de consolider ses réserves. L'espace est une ressource finie. Dans un conteneur, la densité racinaire augmente rapidement. Une plante trop serrée imite les conditions d'une jungle hostile. Si la taille devient fréquente pour éviter l'étouffement, le diagnostic est simple. Le volume de sol est insuffisant. La solution logistique est la division du rhizome. On sépare la souche pour doubler la surface d'exploitation. Après l'intervention, la surveillance des signes vitaux est impérative. Les feuilles doivent se redresser en quelques jours. Si l'on observe un flétrissement ou un arrêt de croissance, le stress infligé a été trop violent. Une réduction temporaire de l'exposition lumineuse permet alors à la plante de stabiliser son métabolisme hydrique. Une canopée équilibrée maximise le rendement industriel de la plante. L'énergie ne sert plus à la maintenance inutile, mais à la production de matières sèches. Le résultat est concret. Un rhizome dense, lourd et chargé en principes actifs. Le 9e facteur concerne la génétique de votre gingembre. « 90% de l'énergie de la plante. C'est la ressource critique que vous risquez de perdre. Pourquoi votre gingembre possède-t-il un feuillage dense, mais un système racinaire inexistant? La réponse est biologique, le stress parasitaire. Dès qu'une pression, même minime, s'exerce sur la plante, celle-ci change de priorité. Elle cesse de stocker de l'amidon dans le rhizome. Elle détourne ses ressources pour réparer les tissus cellulaires endommagés. C'est une économie de guerre. Au lieu de construire une racine épaisse et aromatique, la plante brûle son carburant pour survivre. La solution repose sur une surveillance constante et une neutralisation rapide. Le protocole commence par l'inspection visuelle. À l'examen rapproché, sous les feuilles et le long des tiges, des micro-agresseurs s'installent. Les pucerons colonisent les tissus mous en croissance. Ils ne font pas que mordre. Ils drainent la sève et excrètent un miel collant qui asphyxie la plante. Si l'air est sec, les tétraniques tissent des toiles presque invisibles. Ils perforent les cellules végétales, créant un mouchetage fin sur le feuillage. Les cochenilles farineuses se camouflent dans les aisselles des feuilles. Elles ressemblent à de minuscules fragments de coton blanc. Les thrips, eux, raclent la surface de l'épiderme. Ils laissent des stries argentées caractéristiques. Le résultat est toujours le même. La photosynthèse ralentit. Les panneaux solaires de la plante sont brisés. L'usine énergétique tourne au ralenti. Les menaces bactériennes et fongiques se manifestent différemment. En surface, le pot semble sain. Mais à l'intérieur, la pourriture s'installe. Le jaunissement commence par des plaques irrégulières. La base de la tige devient molle au toucher. Une odeur de moisi remplace l'arôme de la terre humide. C'est le signe de la nécrose. L'oïdium apparaît comme une poussière blanche sur les feuilles. C'est la conséquence directe d'une ventilation défaillante et d'une humidité stagnante. La tache foliaire crée des cercles bruns qui s'étendent lentement, dévorant le tissu sain. Dans tous ces scénarios, la plante investit son capital énergétique dans la défense immunitaire plutôt que dans le stockage souterrain. La récolte restera insignifiante. La stratégie de défense est logistique. La prévention est supérieure au traitement. Maintenez le feuillage sec après l'irrigation. L'eau doit atteindre le système racinaire, pas la canopée. Optimisez les flux d'air. La surface des feuilles ne doit jamais rester humide en permanence. Dans les conteneurs, l'espacement est crucial. Éclaircissez la végétation
pour éviter une canopée dense et stagnante où les pathogènes prospèrent. Un paillis léger régule l'humidité du sol, mais il ne doit pas toucher les tiges pour éviter le pourrissement du collet. Si les ravageurs franchissent le périmètre, agissez immédiatement. Utilisez des méthodes mécaniques douces. Un jet d'eau sous pression suffit souvent à déloger les pucerons et les acariens en extérieur. C'est une frappe hydraulique ciblée. Pour les cochenilles, l'intervention est chirurgicale. Utilisez un coton-tige imbibé d'alcool. Veillez à ne pas brûler les tissus végétaux. Pour une infestation massive, l'huile de neem ou un savon insecticide appliqué le soir réduit les populations sans laisser de résidus toxiques. Le cycle de reproduction doit être brisé. Répétez l'opération tous les 5 à 7 jours pour éliminer les nouvelles éclosions. Testez toujours sur une petite zone. L'application en plein soleil est interdite. Cela provoquerait des brûlures thermiques sur les feuilles. Pour les pathologies fongiques, corrigez l'environnement, augmentez la ventilation, allongez les intervalles de séchage entre 2 arrosages, supprimez les feuilles lourdement tachées pour réduire la charge virale. Si la surface du sol devient gluante, remplacez la couche supérieure par un mélange frais et sec. La poudre de cannelle appliquée sur les petites plaies du collet agit comme un fongicide naturel. Si l'oïdium persiste, une pulvérisation légère de bicarbonate modifie le pH de la surface foliaire et freine la propagation. Il y a ici une nuance critique. Si le déclin continue, le problème est souterrain. Extrayez la plante du conteneur avec précaution. Inspectez les rhizomes. Une racine de gingembre saine et ferme et dégage un arôme puissant. Des sections molles et sombres indiquent la pourriture. Opérez immédiatement. Coupez les parties nécrosées avec une lame stérile. Saupoudrez la coupe de soufre sec ou de cannelle pour cautériser la plaie. Rempotez dans un substrat aéré et drainant. Le rythme d'arrosage doit être recalibré. La biosécurité est impérative. Mettez en quarantaine tout nouvel arrivant. Les plantes voisines sont souvent des vecteurs de contamination. Isolez les nouvelles acquisitions pendant 2 semaines. Surveillez l'apparition de passagers clandestins avant de les intégrer à votre culture de gingembre. L'objectif est la stabilité. Un environnement calme permet aux feuilles de fonctionner à plein régime sans réparation constante. Détectez les anomalies tôt. Corrigez les paramètres climatiques. Des feuilles saines alimentent la banque souterraine. Protégez l'usine aérienne et la plante canalisera toute son énergie dans la production de rhizomes denses et massifs. « 10 mois de patience. C'est le temps incompressible pour transformer l'énergie solaire en un rhizome dense et fibreux. Pourquoi obtenez-vous souvent un feuillage luxuriant mais des racines rachitiques? La réponse réside dans la gestion des ressources et la stabilité du milieu. Le gingembre ne stocke de l'amidon que s'il se sent en sécurité. Le gingembre n'est pas une culture rapide, c'est un accumulateur lent. Il ne résonne pas en semaines, mais en saison complète. Le cycle biologique s'étend sur 8 à 10 mois. Si vous perturbez le pot ou modifiez les paramètres climatiques, la plante change de stratégie. Elle cesse de stocker des réserves. Elle dépense son énergie précieuse pour s'adapter au stress physiologique plutôt que de construire sa structure souterraine. La chronologie est stricte. Les 3 premiers mois sont consacrés à la surface. La tige perce le sol, les feuilles se déploient pour capter les photons. C'est l'usine énergétique qui s'installe. Du 4e au 6e mois, l'expansion souterraine débute. C'est une phase invisible. Les rhizomes tracent leur chemin dans le substrat, établissant le réseau. Mais le véritable travail commence plus tard.
Entre le 7e et le 10e mois, la masse se densifie. C'est le moment critique. En apparence, rien ne bouge en surface. Mais sous la terre, les cellules se gorgent d'amidon et d'huiles essentielles. Si vous creusez pour vérifier l'avancement, ou si vous tirez sur la tige, vous brisez les micro-racines capillaires. Le rythme de développement se brise net. L'usine s'arrête. Pour éviter cela, le protocole doit être rigide. L'arrosage intervient uniquement lorsque les 3 premiers centimètres de terre sont secs au toucher. L'apport nutritif est mensuel, faible en azote, pour ne pas pousser le feuillage au détriment de la racine. La lumière doit être intense mais indirecte. La température et l'humidité doivent rester constantes. Chaque changement brusque, qu'il s'agisse d'un déplacement du pot ou d'une variation d'engrais, oblige la plante à passer en mode survie. Les petites habitudes régulières sont plus efficaces que les interventions massives et ponctuelles. Le rempotage en milieu de cycle est une erreur technique majeure. Chaque rempotage réinitialise la zone racinaire. La plante perd des semaines à se rétablir au lieu de grossir. Si le sol doit être ajusté, un simple surfaçage avec un mélange aéré suffit. Les divisions importantes attendront la fin de la saison, lorsque le métabolisme de la plante ralentit naturellement avant un nouveau cycle. Il faut savoir lire les indicateurs de succès. Un feuillage vert, dense et dressé n'est pas un échec de production. C'est le moteur qui alimente le stockage souterrain futur. Tant que la photosynthèse est active, vous construisez les fondations d'une récolte lourde. Le volume racinaire arrive en dernier, une fois que la plante a accumulé suffisamment d'énergie. La traçabilité est essentielle pour l'horticulteur. Notez tout sur un carnet ou un terminal mobile. Date de plantation, apparition des premières pousses, apport nutritif. Si vous avez planté en avril, la récolte logique se situe en décembre, pas en août. L'erreur de calcul est impossible avec un suivi rigoureux. Cela évite de déterrer prématurément des rhizomes fins et sans valeur. Face aux aléas climatiques extérieurs, votre rôle est celui d'un tampon thermique. Une vague de chaleur exige de l'ombre l'après-midi pour éviter l'évapotranspiration excessive. Une chute des températures impose un déplacement vers une zone protégée. Ces ajustements minimes maintiennent la plante sur ses rails de production sans choc systémique. La plante signale elle-même la fin du processus. Les feuilles jaunissent, la croissance s'arrête, la turgescence diminue. C'est le signal de récolte. Pour une consommation immédiate ou un test, prélevez une section latérale sans déterrer le noyau central. Laissez le reste du système continuer sa densification. La patience et la constance transforment une simple plante verte en une réserve de nourriture compacte et aromatique. Voici une technique simple. « 5 cm de substrat. C'est la différence entre une récolte de survie et une abondance commerciale. Pourquoi le gingembre réagit-il si fort à l'ajout de terre? Le mécanisme est biologique. Le gingembre ne pousse pas verticalement comme un arbre. Il colonise l'espace horizontalement. C'est une tige souterraine rampante. En ajoutant progressivement une couche de mélange aéré à la base de la plante, vous modifiez la topographie de son environnement. Vous créez artificiellement un nouveau territoire vierge. La plante détecte ce volume disponible et active ses bourgeons dormants pour occuper l'espace. Dans la nature, ce processus est lent. La matière organique, composée de feuilles mortes et de débris, se dépose par sédimentation gravitationnelle. Le gingembre a évolué pour exploiter cette couche meuble. Le bottage reproduit cette mécanique géologique en accéléré. Cela force l'expansion latérale. De plus, cette couverture protège les rhizomes émergents.
Une exposition aux rayons ultraviolets rend la peau verte, dure et fibreuse. Pour l'alimentation, il faut une chair blanche et tendre. Le beutage agit comme un bouclier thermique et photonique. Le choix des matériaux est critique pour la logistique racinaire. La terre de jardin dense est inefficace ici. Elle étouffe. Il faut un mélange à haute porosité. Fibres de coco, perlite ou écorce fine. L'objectif est de maintenir une structure alvéolaire où l'oxygène circule librement. Si le substrat forme une croûte imperméable, la croissance s'arrête. À l'examen rapproché, on doit voir une matrice spongieuse capable de drainer l'eau instantanément tout en restant humide. Le timing d'intervention se calcule précisément. N'intervenez que lorsque la plante est en phase végétative active. Plusieurs tiges doivent être déjà formées. La canopée doit être capable de capter suffisamment d'énergie solaire pour soutenir une expansion souterraine massive. L'ajout doit être chirurgical, 3 cm à la fois, pas plus. Attendez quelques semaines. Si de nouvelles protubérances percent la surface, ajoutez une nouvelle couche modeste. C'est une construction par étapes, pas un ensevelissement brutal. En apparence, rien ne bouge, mais sous la surface, l'activité cellulaire est frénétique. Cette couche supplémentaire lisse les courbes de température. Elle empêche l'évaporation rapide de l'eau, garantissant une hydratation constante des tissus en formation. Elle supprime également la concurrence des mauvaises herbes qui tenteraient de germer près du collet. Chaque ressource épargnée dans cette lutte est redirigée vers le stockage de l'amidon. Le rhizome grossit au lieu de simplement lutter pour sa survie. Quelques protocoles de sécurité sont indispensables. Ne jamais enterrer les tiges feuillues. Le collet doit respirer. Le nouveau mélange doit entourer la base, couvrir le rhizome exposé, mais s'arrêter avant la partie verte. L'asphyxie entraîne la pourriture. Si la surface semble compactée, une aération mécanique manuelle est nécessaire pour rouvrir les canaux d'air. L'arrosage post-opératoire doit être léger. Il sert uniquement à établir le contact entre le nouveau sol et la plante. On cherche la cohésion, pas la saturation. L'échelle spatiale joue aussi un rôle. Si le conteneur est trop étroit, le beutage est inutile. La pression physique des parois bloquera l'expansion. Un volume large combiné à un substrat aéré invite à la ramification complexe. Vous obtiendrez des doigts multiples plutôt que des blocs compressés. La nutrition doit suivre. Un apport modéré et équilibré incite la plante à investir dans ses réserves souterraines plutôt que dans le feuillage. C'est une stratégie de fin de cycle. Dans les derniers mois, alors que le métabolisme aérien ralentit et que les feuilles jaunissent, une couche finale assure la propreté de la récolte. Lors de l'extraction mécanique, le résultat est visible. Les rhizomes les plus épais et les plus frais se trouvent systématiquement dans la couche supérieure, celle ajoutée par la main de l'homme. La biomasse a migré vers le substrat le plus meuble. Une simple manipulation de volume transforme une plante standard en unité de production dense.